Bonjour à tous. L'éthique, c'est une question de plus en plus fréquente en bourse et beaucoup d'investisseurs se la posent avant de mettre leur argent sur des thématiques ou des entreprises controversées ou peu morales. Eh bien aujourd'hui, je vous propose tout l'inverse puisqu'on va parler d'un sujet très controversé mais qui est au cœur de notre société, j'ai nommé l'obésité. Alors la moralité voudrait que j'aborde ce sujet uniquement sous un angle de bienveillance, mais je vais être sincère, on va surtout voir comment tirer un maximum de profit de cette industrie et voir quels acteurs en profitent le plus. Donc pour ce faire, on va regarder toute la chaîne de valeur de cette industrie, donc que ce soit de la création à la guérison des obèses, et ainsi voir donc quelles entreprises tirent leur épingle du jeu afin d'établir un portefeuille de 12 valeurs qui me semblent les plus intéressantes dans ce secteur et qui pour moi auront le plus de potentiel. Mais alors avant de commencer cette vidéo, petit récap sur l'obésité. Pendant des millénaires, le corps humain, il a été programmé pour une seule chose, stocker. Dans un monde qui était ravagé par la famine et dans lequel l'abondance n'existait pas, avoir des réserves de graisse était un avantage évolutif certain, vital et synonyme de fertilité et de richesse. En tout cas, jusqu'à très récemment dans l'histoire, seuls les riches pouvaient se permettre de ne pas être contraints à un métier physique et de manger de la viande et du sucre en abondance. Et c'est à partir de la révolution industrielle, et notamment après la Deuxième Guerre mondiale, que la tendance va s'inverser, avec l'arrivée de la nourriture ultra transformée et de notre mode de vie qui devient de plus en plus sédentaire, qui fait que notre capacité de stockage devient finalement un piège mortel. Alors pour bien comprendre notre sujet, un individu est considéré comme obèse quand son IMC, donc son indice de masse corporelle, est égal ou supérieur à 30. Évidemment, il y a certains paramètres qui sont à ajuster parce que cet indicateur ne prend pas le pourcentage de masse musculaire dans son calcul, mais il est globalement relativement fiable pour 90% des cas. D'après les chiffres de l'OMS, en 1900, moins d'1% de la population mondiale adultes était obèse. Ce chiffre est passé à environ 3% en 1950, puis 50 ans plus tard, en 2000, il dépasse la barre symbolique des 10%. Alors en 2026, environ 18% de la population mondiale est obèse, et d'après les prédictions, un quart de la population le sera dans 10 ans. Et si la tendance ne s'inverse pas, d'ici 2050, on estime que 65% de la population mondiale sera en surpoids, dont 35% d'obèses. Il est même probable qu'il y ait plus de personnes souffrant de maladies liées à l'excès de poids que de personnes souffrant de la famine dans le monde, et ce, sur tous les continents sans exception. Mais alors, comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien la réponse est simple, dans beaucoup d'endroits du monde, la malbouffe elle est moins chère que la nourriture saine. Et d'après une étude d'Harvard, manger sainement coûterait en moyenne 1,50$ de plus par jour et par individu, soit près de 550$ par an pour une personne. Donc vous multipliez ça pour une famille de 4, vous êtes à plus de 2000$ pour manger sainement. Et dans les cas les plus extrêmes, comme par exemple au Mexique, le Coca-Cola est moins cher que le litre d'eau. D'autant plus que la nourriture ultra transformée, elle se digère beaucoup plus facilement et elle est beaucoup plus calorique que par exemple un légume classique, ce qui fait que vous allez avoir tendance à manger plus rapidement, plus vite, plus de calories, et quand vous mangez plus de calories que ce que vous n'en dépensez, c'est à ce moment-là que justement vous prenez du poids. Alors maintenant que nous avons retracé brièvement l'historique et les raisons de l'obésité, nous allons imaginer le portefeuille lié à ce secteur avec les acteurs de toute la chaîne. Donc pour ce faire, j'ai choisi des entreprises d'au moins 2 milliards de capitalisation boursière. Alors juste avant de commencer, je précise évidemment que cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et les chiffres que je vais vous donner qui seront visibles dans les tableaux que vous allez voir au cours de la vidéo ont probablement légèrement changé parce que cette vidéo m'a pris énormément de temps à faire vu que j'ai dû étudier quasiment une quarantaine d'entreprises avant de choisir lesquelles j'allais mettre dans la vidéo. Parenthèse fermée, on commence évidemment avec la source de ce marché, les géants de la nourriture et des boissons ultra transformées, ceux qui contribuent à rendre les gens obèses. On retrouve Coca-Cola, le géant mondial des boissons gazeuses, Nestlé, le leader mondial suisse des plats préparés, des confiseries et des snacks, PepsiCo, dominant dans les snacks et les boissons sucrées, McDonald's, la plus grande chaîne de fast-food au monde, Mondelez International, leader des snacks et du chocolat, Monster Beverage, un leader des boissons, Yum Brands, propriétaire de KFC, Pizza Hut et Taco Bell, Hershey Co, l'un des plus grands fabricants de chocolat et confiseries, Kraft Heinz, géant des sauces et plats industriels, et pour finir, Restaurant Brands International, qui possède Burger King, Popeyes et Tim Hortons. Bon, alors déjà, ce que l'on constate sans surprise, c'est que ce sont tous des géants américains qui dominent ce marché hormis Nestlé. Sur 20 ans, ces entreprises ont un CAGR moyen de 11,62%, ce qui est déjà bien, mais ce sont surtout des valeurs très résilientes et qui versent des dividendes plus conséquents que la moyenne. Les 3 meilleures performances sur 10 ans sont Yum Brands, Monster Beverage et McDonald's. Alors je n'inclus pas Nestlé Indien dans ce classement parce qu'à PER égal, sa croissance serait beaucoup moins élevée que ce qu'on peut voir dans le tableau. Si je devais choisir les 3 actions les plus intéressantes à posséder dans le futur pour commencer l'élaboration de notre portefeuille, tout en prenant en compte les marchés indiens et africains qui seront a priori les plus croissants grâce à la natalité explosive, la première serait Mondelez International, leader des snacks et du chocolat,
et qui est déjà bien implanté dans ces zones, et qui affiche une forte croissance passée, mais surtout des earnings per share futurs estimés à plus de 2 chiffres d'après les prévisions. Pour les boissons, j'opterai pour Monster Beverage, qui a selon moi un meilleur potentiel de croissance par rapport aux autres, qui ont déjà des très grosses capitalisations. De plus, elle n'a aucune dette, et surtout, elle profite du réseau massif d'embouteillage de Coca-Cola, qui est actionnaire majoritaire au capital. Pour la dernière, je partirai sur le classique Nestlé, qui a déjà 23% de ses revenus provenant de la zone Afrique, Asie et Océanie. Et pour les plus audacieux, vous pouvez également investir directement via sa branche indienne, qui explose tout avec 371% de performance depuis 10 ans, si on prend en compte le taux de change euro-roupie. Mais attention, comme je disais, son PER est extrêmement élevé, et le marché indien est beaucoup plus volatile et risqué. Passons maintenant à la deuxième étape, le traitement pharmaceutique et médical, avec des entreprises proposant des médicaments, des instruments et des solutions directement liées aux problèmes de l'obésité. Alors on retrouve notamment Eli Lilly, la plus grosse pharma mondiale, qui propose le Mounjaro et le Z-Pound, Johnson & Johnson, leader des instruments pour la chirurgie bariatrique, Roche, qui diagnostique le diabète et qui propose des monitorings de santé, AstraZeneca, très présent dans les traitements cardiovasculaires et rénaux, Merck & Co, qui traite les maladies métaboliques et le diabète, Novo Nordisk, que vous connaissez forcément, qui est le concurrent direct d'Eli Lilly avec l'Ozempic et le Wegovy, ResMed, qui lui est leader mondial dans l'apnée du sommeil, qui est une pathologie très corrélée au surpoids et à l'obésité, Medtronic, qui propose des pompes à insuline et des dispositifs pour chirurgie digestive, Intuitive Surgical, avec ses robots chirurgicaux utilisés pour les bypass et les anneaux gastriques, et enfin, Dexcom, spécialiste des systèmes de surveillance du glucose en continu. Alors sur 20 ans, ces entreprises ont un CAGR moyen de 14,25%, ce qui témoigne clairement de la croissance de ce secteur. Les 3 meilleures performances sont Intuitive Surgical, Eli Lilly et AstraZeneca, avec toutes les 3 plus de 15% de CAGR sur les 10 dernières années, ce qui est juste énorme. Pour compléter notre portefeuille, voici les 3 actions les plus intéressantes à posséder dans le futur selon moi, en prenant en compte les conséquences de l'obésité et les maladies qui en découlent. Alors la première, qui est je pense celle avec le plus de potentiel de par sa petite taille et son rôle crucial dans le marché du diabète, c'est Dexcom. Sa santé financière est très solide, ses marges frôlent les 20% et surtout le diabète va être une maladie de plus en plus répandue dans les années à venir. Les analystes estiment d'ailleurs une croissance des earnings per share entre 18 et 20% sur les 5 prochaines années, ce qui est juste énorme. La deuxième, c'est évidemment Eli Lilly, qui a une marge nette de 35%, peu de dettes et une croissance des EPS estimée à environ 20%. Son avantage, c'est qu'elle domine le marché nord-américain et surtout elle peut réinvestir ses bénéfices énormes dans la recherche de nouveaux médicaments. La troisième action, ResMed, a une croissance moins explosive mais qui reste solide et surtout, au moment où je prépare cette vidéo, elle s'échange actuellement à son PER minimal sur les 10 dernières années, soit en dessous des 20. Et pour finir, petit bonus, je rajoute Novo Nordisk dans ma liste, qui malgré ses difficultés actuelles, est selon moi sous-valorisé avec un PER de 12 et qui a investi massivement pour combler ses retards de capacité de production. On va passer maintenant à la troisième étape, les pathologies chroniques lourdes. Alors dans cette catégorie, je vais vous proposer uniquement 6 actions, car parmi toutes celles que j'ai repérées, il y a beaucoup de saucisses endettées et leur croissance future semble faible. Dans cette partie, nous retrouvons United Health Group, le plus grand assureur santé mondial, Thermo Fisher Scientific, qui fournit les équipements de test et les labos pour les maladies métaboliques, Stryker, qui propose des prothèses de hanches et genoux, car l'obésité, il ne faut pas l'oublier, accélère l'usure des articulations, Edwards Life Sciences, spécialiste des valves cardiaques, Dickinson, qui propose des seringues et du matériel d'injection pour l'insuline et les GLP-1, et pour finir, Abbott Laboratories, qui lui propose des capteurs de glucose et de la nutrition médicale. Ces actions ont un CAGR annuel moyen de 12,50% sur les 20 dernières années. Parmi elles, je sélectionnerai Edwards Life Sciences, qui présente des prévisions de croissance robustes et précises pour l'année à venir grâce au segment des thérapies transcathétaires, en pleine explosion avec une croissance attendue de 35 à 45%. Je prendrai également Thermo Fisher Scientific, considéré comme le fournisseur de pelles et de pioches du secteur biotechnologique, et qui est plus diversifié que Stryker. Et pour finir, United Health Group, qui est le plus gros poisson du lot, et qui compte améliorer ses marges pour augmenter sa croissance. La dernière catégorie d'entreprises que je vais vous donner regroupe des boîtes liées de près ou de loin au problème de l'obésité et au surpoids, soit comme facteur aggravant, soit comme aide à la guérison. La première, vous la connaissez forcément tous, c'est Pernod Ricard, le leader mondial des spiritueux, qui traverse en ce moment une phase de turbulence, mais bon, à voir comment ils vont s'en sortir. Elle fait partie en tout cas de cette liste car l'alcool est un contributeur majeur aux calories liquides et il peut même être pire que les boissons sucrées. Dans le même style, on retrouve Diageo, un autre grand producteur mondial de spiritueux, et Heineken pour les bières. Ensuite, on passe aux acteurs sportifs qui font partie d'une des solutions contre l'obésité. Tout d'abord, on a Garmin qui figurera dans notre portefeuille, qui est spécialiste des montres connectées permettant de suivre l'activité physique et qui a un très fort potentiel de hausse grâce à la démocratisation du monitoring personnel. Ensuite, on retrouve deux small caps,
avec Technogym, fabricant italien d'équipements de fitness haut de gamme utilisés dans les salles et pour la rééducation, et Basic Fit, le leader européen des salles de sport. Pour finir, la dernière action est moins joyeuse car il s'agit de la dernière conséquence de l'obésité, la mort. Je me suis donc intéressé à Service Corp International, le leader d'Amérique du Nord des pompes funèbres. Et chose très étonnante que j'ai découvert, son CAGR annuel est de 14,24% sur les 20 dernières années, ce qui veut dire que cette action qui est pourtant dans un secteur délaissé par les investisseurs bat le S&P 500 sur 20 ans. Son PER est de 18 et sa croissance des earnings per share est prévue à 4,75% annuel, mais vu que c'est un marché en forte croissance avec un boom des mortalités prévu en 2040, qui sait quel sera le résultat réel dans 5 ans ou plus. Ce sera la dernière action de notre portefeuille et qui sera, je pense, sans aucun doute, l'une des plus résilientes et des moins disruptives. Maintenant que nous avons complété notre portefeuille, voyons en nous basant sur les performances passées, mais surtout sur les prévisions futures, à quelle performance il pourrait prétendre. Si on regarde les performances passées sur 20 ans, le CAGR il est juste excellent avec 15,27% de moyenne. Sur 10 ans, c'est 12,20%, ce qui est moins bien que la performance du S&P 500 qui lui faisait 13,27% sur la même période, mais ce qui nous importe, c'est surtout d'évaluer comment il pourrait performer dans le futur. En ce qui concerne les dettes, il faut en moyenne à chaque entreprise 1 an et demi en utilisant l'excédent brut d'exploitation pour la rembourser, ce qui est donc relativement ok. Et sur le site de Bagger, on voit que la moyenne des notes de ces entreprises est de 11,9 sur 20, ce qui on va dire est moyen mais qui s'approche du bon. En tout cas, d'après les prévisions des analystes, la croissance des earnings per shares serait de 12,48% en moyenne CAGR jusqu'à 2031, et cela en partant du principe qu'on ne change pas le PER actuel, qui est actuellement proche des 27,4% en moyenne, ce qui montre que le marché price déjà la croissance dans la majorité de ses actions. Alors imaginons qu'on investisse 12 000 euros maintenant, répartis équitablement sur chaque boîte, soit 1 000 euros, en prenant en compte les performances individuelles et sans rien toucher d'ici 5 ans, on aurait en théorie 22 114 euros en mai 2031, ce qui est presque un doublement du capital initial. Alors je précise que le calcul a été fait en se basant sur la prévision CAGR de chacune des entreprises, mais que si on le calcule avec le pourcentage moyen du portefeuille sans dissocier les performances de la boîte, on arriverait théoriquement à 21 605 euros. Alors évidemment, cette performance, elle est purement théorique, et il y a plein de facteurs qui vont faire qu'elle va être impactée de manière positive ou négative, que ce soit des boîtes qui explosent de 200%, une autre qui peut baisser de moitié, s'il peut y avoir aussi des rotations sectorielles, une nouvelle crise, bref, l'avenir nous le dira. Également, il ne faut pas oublier que c'est un gros souci qui va coûter très cher et de plus en plus cher pour les États. Et en général, les États, quand ça leur coûte beaucoup d'argent, ils posent des limites. Donc par exemple, des acteurs comme la grande distribution, les fast-food, etc., ils pourront peut-être être impactés négativement dans le futur. Et d'ailleurs, on peut déjà le constater en France. Quand vous allez chez McDonald's, si vous prenez une boisson qui a du sucre contre une boisson qui est zéro sucre, vous allez payer une taxe supplémentaire pour la boisson sucrée. Donc il y a de fortes chances que les acteurs qui font grossir les gens soient pénalisés dans le futur et donc ne performent pas aussi bien que ce qu'ils l'ont fait par le passé. En tout cas, voilà, je pense qu'avec un tel portefeuille, il y a quand même peu de risque d'avoir une mauvaise surprise sur un horizon moyen à long terme, surtout au vu des prévisions sur l'obésité qui va devenir de plus en plus présente dans nos sociétés, et je pense que ces entreprises ont tout simplement un bel avenir devant elles. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle était sur un sujet qui est quand même un peu glissant, mais elle m'a permis d'en apprendre énormément sur le secteur des produits transformés, sur la médecine et sur les acteurs liés à l'obésité de manière générale. J'espère qu'elle vous aura également appris beaucoup de choses et que vous aurez surtout découvert de nouvelles entreprises à travers cette vidéo. En tout cas, je suis très curieux de savoir comment notre portefeuille va se comporter dans les années à venir. Et du coup, pour ce faire, j'ai noté les valeurs de chaque entreprise au 1er mai 2026, ainsi que le taux de change à ce moment-là vis-à-vis de la devise des entreprises. Et le but, ce sera de faire un petit rapport annuel, je pense, de ce portefeuille-là pour voir comment il s'est comporté sur l'année passée. Donc ça, l'avenir nous le dira. Voilà, bien évidemment, je le rappelle, mais cette vidéo n'est pas un conseil d'investissement et je ne vous recommande pas de copier bêtement le portefeuille. Chacun doit faire ses analyses et ses thèses sur les entreprises que je vous ai présentées. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si certaines boîtes vous intéressent et si vous les avez déjà potentiellement en portefeuille. Ce serait intéressant de voir tout ça en commentaire. C'était Thomas d'Optimizone et moi je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!